Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette table ronde cet après-midi. Nous allons aborder le sujet de l'éducation pour assurer la résilience européenne. Donc, nous avons bien vu depuis hier que le sujet de l'éducation revient quand même assez souvent, que ça aille des plus jeunes jusqu'aux entreprises et aux territoires. Frédéric Jules rappelait hier qu'il y avait un manque de 2 millions de personnes d'ici à 3 ans en cybersécurité. Donc cette table ronde rentre absolument dans le sujet. L'idée, c'est de vous donner des clés de réponse sur ce qu'il y a en place, comment on peut s'améliorer et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans le futur pour répondre à ce besoin-là. Si vous le voulez bien, on va essayer de faire une table ronde un peu plus interactive. Donc si vous avez des questions au fur et à mesure de la discussion, n'hésitez pas à les poser. L'idée, c'est qu'on échange tous ensemble sur cette thématique-là pour avoir aussi donc, le retour de nos experts qui sont là sur la table, mais aussi vos avis et vos retours. Donc on est accompagné de Madame Failly, donc, qui est directrice générale adjointe du développement économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, Arwa Biri, donc, qui est fondatrice de FR Cyber et réserviste pour l'éducation nationale, Guillaume Witz, donc, qui est CEO de CNPP, et Arthur Bataille, qui est CEO de SILA. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints sur cette table ronde aujourd'hui. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a beaucoup parlé de stratégie, de vision, et j'aimerais avoir le retour de nos intervenants d'un point de vue concret, d'un point de vue terrain, comment tout cela s'articule. Merle Maigre rappelait hier qu'il y avait un vrai sujet de sensibilisation du citoyen. J'avais une première question pour vous, Arwa. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui déjà sur les jeunes? Quel est le besoin et comment les sensibiliser? Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, les jeunes, là on vit dans une époque de plus en plus digitalisée. Il y a des jeunes qui sont nés avec le digital. Et malheureusement, ils sont vraiment pas du tout bien préparés aux enjeux du digital. Lorsqu'on parle cybersécurité, au niveau des entreprises, par exemple, les impacts, c'est en termes de image, c'est en termes financiers, c'est en termes légaux. Pour les jeunes, en fait, les impacts, c'est humain. Les impacts, c'est leur santé. L'impact de mauvaises pratiques en termes de cybersécurité, c'est leur vie en fait. Ça aura des conséquences assez tragiques des fois. Donc du coup, ça a sensibilisé les jeunes aux enjeux de la cybersécurité dès le plus jeune âge. Et en fait, il y a plusieurs initiatives en cours et pour ma part, ça fait là quelques années que j'œuvre pour la cybersécurité au service des jeunes et pour sensibiliser les jeunes à la cybersécurité, avec la casquette en fait de réserviste de l'éducation nationale, mais pas que. Et en fait, ce que j'observe, c'est qu'on peut parler cybersécurité dès l'âge de 6-7 ans avec les jeunes. Au départ, lorsque j'ai discuté avec des professeurs, j'ai discuté avec des gens de l'éducation nationale et je leur ai dit mais si, on peut discuter et parler aux jeunes dès l'âge de 7 ans de cybersécurité, ils ont été courageux et ils m'ont dit allez-y. Donc j'ai pu intervenir dans des écoles, etc. Et force de constater que lorsque je vais même dans des classes à partir de l'âge de 7-8 ans, je remarque que soit une personne de la classe, soit une amie d'une personne de la classe a eu affaire de près ou de loin à un problème de cybersécurité. Je vous donne un exemple. De plus en plus dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, il y a des réseaux sociaux en fait du collège, il y a des réseaux sociaux de l'école, il y a des réseaux sociaux du lycée. Et en fait, les jeunes, ils ont une particularité lorsqu'on a 6, 8, 9 ans, on a tendance à se dire on est meilleurs amis pour la vie et donc du coup ils se refilent les mots de passe en fait. Et lorsqu'il y a un problème en fait entre les jeunes, ce que certains jeunes font, c'est qu'ils se connectent
avec le compte de la personne avec qui ils se sont bagarrés, et ils envoient des messages insultants Sarah avec le compte. En fait, ils font de l'usurpation d'identité et ils envoient des messages pour embrouiller cette personne avec d'autres personnes. Ils leur font envoyer des photos qu'il ne faut pas. Donc du coup, Sarah, c'est vraiment, et dès l'âge de 7-8 ans, un vrai enjeu. Je peux parler des heures, hein. Donc vous me dites. C'est un premier constat qui est très intéressant. On voit qu'il y a effectivement une utilisation extensive des nouvelles technologies par les jeunes dès le plus jeune âge, parce que tout le monde, alors que ça passe par les réseaux sociaux, tout ce qui est TikTok, Snapchat, etc. Bon, il y a une utilisation qui est faite très très jeune. Et du coup, j'aurais aimé avoir l'avis d'Arthur sur quelle est la vision, vous, que vous avez de la formation sur les sujets liés au numérique et à la cybersécurité. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici et au niveau de cette table, parce qu'il y a vraiment des personnes qui connaissent le terrain. Je vais parler aussi de ma casquette sur la partie consulting avec la société Silicom, qui est spécialisée dans ce domaine de la cybersécurité depuis plus de 35 ans. Il y a un réel enjeu sur la capacité que l'on va avoir à avoir des gens compétents, sortis des écoles d'ingénieurs et qu'on sera capable de former et d'amener sur ces métiers de la cyber. Je reviens sur ce point qui a été noté autour des jeunes personnes qui ont déjà des démarches de hacking, alors à des niveaux qui sont plutôt faibles puisqu'on parle juste d'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux. Il y a des exemples marquants sur notre territoire, sur les territoires européens et sur même les territoires étrangers. Je vais donner une anecdote. Sur Montréal, au Canada, il y a eu une énorme attaque cyber qui a été liée à un enfant de 13 ans qui a usurpé l'identité de ses parents, d'un de ses parents, pour accéder à l'intégralité du fichier de la banque sur ses comptes clients. Ce genre d'exemple nous permet de nous dire qu'aujourd'hui, on n'est pas armé pour pouvoir faire en sorte d'accompagner cette génération et qu'il faut pouvoir prêcher la bonne parole vis-à-vis de ces jeunes, les accompagner, leur donner des clés, des moyens de comprendre cet univers, les risques associés d'un point de vue juridique, aussi d'un point de vue pénal, et potentiellement les intéresser, parce que si on n'est pas capable demain de construire nos entreprises dans cette démarche de sécurité, on sera vulnérable face à des attaques extérieures. Merci beaucoup pour cette réponse. Et Madame Failly, du coup, comment sur le territoire de Saint-Quentin vous abordez le sujet de la formation pour les jeunes? Voilà, déjà quelques éléments qui permettent de montrer les enjeux qui sont les nôtres sur un territoire comme celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est une agglomération dans l'ouest francilien, qui fait partie du cluster Paris-Saclay, et qui bénéficie d'un écosystème extrêmement dense en matière de cybersécurité, qui est lié à la fois évidemment à la forte présence d'industries de la défense, de la sécurité de l'aéronautique, mais aussi évidemment à nos sujets liés à la mobilité et à la Smart City. Donc on a voilà, un écosystème qui nous oblige à être en pointe sur les sujets de cybersécurité, avec également des PME et des startups comme Silicom et comme Sila. Ce contexte-là nous amène à prendre le sujet de la formation, de la sensibilisation, et je vous rejoins dès le plus jeune âge, de façon extrêmement proactive. Alors, on a beaucoup parlé depuis hier des enjeux de souveraineté nationale, de liens avec l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à l'échelle territoriale ? Finalement, des choses assez opérationnelles, assez simples, mais notre sujet, c'est de créer un écosystème, c'est de faire écosystème avec les acteurs européens, nationaux et locaux. Saint-Quentin-en-Yvelines, on est engagé très fortement sur le développement du numérique. Alors c'est vrai dans le secteur de l'éducation, où une de nos villes en particulier, Elancourt, a été très pionnière en matière de développement du numérique dans l'ensemble des classes. Nous sommes engagés sur le développement des sujets liés à la sécurité, à la mobilité, et donc nous déployons auprès de nos citoyens tout un ensemble de services numériques sur lesquels, évidemment, ils nous interpellent en matière de sécurité et de confiance numérique. Alors, je vais reprendre une expression qu'utilise souvent le président du Sénat, c'est que voilà, nous sommes en collectivité locale à portée d'engueulade des citoyens, nous sommes en contact direct avec eux, et donc voilà, on a évidemment un enjeu tout particulier. La question de la sensibilisation, elle est donc là parce que nous avons presque ce devoir
on l'a fait pendant le Covid, de sensibiliser évidemment notre population aux gestes barrières. Et bien de la même façon, il faut qu'on sensibilise notre population, les plus jeunes, mais aussi, on voit aujourd'hui les seniors qui sont aussi qui subissent aussi un certain nombre d'attaques. Et donc il faut pouvoir emmener l'ensemble de cette population sur un bagage minimum en matière de cybersécurité. Cette sensibilisation, elle passe donc par l'école, elle passe par l'ensemble de nos actions et de nos liens dans nos politiques de santé vis-à-vis des seniors, vis-à-vis de l'ensemble de nos actifs aussi, puisqu'on a 145 000 salariés sur le territoire qui sont pour l'essentiel des ingénieurs ECAD, donc beaucoup en télétravail. Donc toutes nos actions mènent à les sensibiliser. Cette sensibilisation, elle a aussi pour objectif de créer, de faire naître des vocations. Je vous le disais, on a un écosystème qui est particulièrement dense, et donc la première attente qui est celle de nos entreprises et que tous les jours sur lesquelles ils nous sollicitent, c'est sur la question évidemment de la formation. La formation, on y reviendra, il y a un certain nombre d'actions que nous avons lancées, mais il y a aussi cet enjeu de sensibiliser, de susciter des vocations, parce qu'on sait que l'offre de formation, elle n'est pas encore suffisante, mais elle a aussi un challenge, c'est d'attirer les meilleurs talents vers ces formations liées à la cybersécurité. Alors pour vous donner un exemple, on a pris l'initiative cet été de lancer ce qu'on a appelé un summer camp, où pendant 10 jours, on a invité 100 jeunes du territoire à découvrir les métiers liés au numérique par des actions de formation et de sensibilisation en distanciel, en présentiel. Des formations d'ailleurs qui ont été souvent parrainées par nos chefs d'entreprise, et j'en profite pour remercier Arthur. Et donc, dans les métiers qui étaient proposés et présentés, il y a tous les métiers liés à la cybersécurité. Ça a été une vraie découverte pour nos jeunes qui parfois avaient à peu près entendu parler de webmaster ou de design graphique. Mais là, ils ont découvert les métiers de la cybersécurité. Et c'est comme ça qu'on fait naître à chaque moment des vocations, et qu'on explique aussi les opportunités d'insertion professionnelle pour l'ensemble de nos publics. Et comment, pour les jeunes qui seraient intéressés, qui auraient découvert ces métiers-là, on parlait des stages de troisième par exemple, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui est mis en place pour que de l'intérêt qui a été suscité à la base, ça se transforme vraiment en une réelle vocation, pourquoi pas ? Alors là, vous dévoilez un projet sur lequel nous allons très prochainement échanger avec l'Éducation nationale. Donc, je suis sûre que vous nous pardonnerez l'annonce un peu anticipée, mais c'est vrai qu'on va avoir, on le voit sur l'ensemble de nos sujets aujourd'hui de stage et d'apprentissage et évidemment de premier emploi, il y a un challenge tout particulier dans nos entreprises de pouvoir accueillir les jeunes. Et je pense que le stage de troisième sera un défi important pour nos entreprises. Il faut qu'on élabore une réponse à une échelle territoriale. Et parmi cette réponse, ça peut justement être de dire que le stage de troisième, il est là pour découvrir un environnement professionnel, de découvrir des métiers. Et finalement, découvrir des métiers, ça peut se faire au sein d'un présentiel en entreprise, ou ça peut se faire au travers de ces formations, sensibilisations aux métiers liés au numérique. Et donc la proposition que nous sommes en train de faire à l'ensemble de nos proviseurs de collège, c'est de pouvoir accueillir tous les jeunes collégiens de 3e de Saint-Quentin en Yvelines dans alors ce ne sera plus un summer camp, puisque généralement les stages de 3e ont lieu au début de l'année, mais de pouvoir les accueillir et les former, les sensibiliser et les accompagner vers ces métiers. Voilà de façon très concrète ce qui peut être élaboré à une échelle territoriale, évidemment dans une complémentarité, dans un écosystème avec les acteurs nationaux, les acteurs européens. Merci beaucoup. J'avais une question pour Guillaume. Donc ça fait plusieurs années que vous êtes dans l'écosystème de la cybersécurité, sur tous ces aspects de formation, etc. Est-ce qu'en complément de ce qui vient d'être dit, vous voyez d'autres façons que l'on pourrait, comment on pourrait aborder justement cette culture de la cybersécurité ? Beaucoup de choses ont déjà été dites et beaucoup d'initiatives, donc c'est compliqué d'en rajouter encore une. Non, moi ce que je remarque et ce qui est certain, c'est qu'on est, je pense, tous d'accord autour de cette table pour dire que la sensibilisation et la formation à la cybersécurité revêt un enjeu particulier.
Je voudrais juste rapidement citer Guillaume Poupard qui intervenait tout à l'heure, qui parlait en fait du meilleur rapport coût-bénéfice pour la cybersécurité. En effet, sensibiliser, former des jeunes, ce n'est pas forcément ce qui coûte le plus cher dans la cybersécurité, et surtout les bénéfices sont immédiats. Il a évoqué aussi l'intérêt général. Clairement, on est tous d'accord que c'est une notion d'intérêt général. Maintenant, je pense ne vexer personne en évoquant ça, mais moi je me souviens quand j'étais à l'école, l'informatique commençait à prendre une part importante dans la société, et on a vu en fait qu'à l'école, l'informatique est arrivée vraiment très très lentement. Pourtant, à l'époque, j'imagine que tout le monde savait que l'informatique prenait une place de plus en plus importante dans la société. Je me pose juste une question, j'entends des initiatives avec l'éducation nationale, etc. C'est très très bien, mais est-ce qu'on sera assez rapide? L'enjeu, il est aujourd'hui. Et vous évoquiez tout à l'heure, madame, la nécessité certainement de faire appel non seulement à l'éducation nationale, bien entendu, mais à toutes les forces vives en fait, de nos écosystèmes pour améliorer, je dirais, la connaissance du sujet de la cybersécurité vraiment à tous les niveaux. Bien sûr à l'école, en formation professionnelle, et il y a beaucoup de travail à faire sur le sujet. Merci beaucoup. Je souhaiterais rebondir complètement par rapport à ça. Déjà, par rapport à l'éducation nationale, il y a de plus en plus d'actions qui se font justement par rapport à acculturer la cybersécurité auprès des jeunes. Déjà du coup, en tant que réserviste, mais également il y a des travaux pour incorporer l'acculturation à la cybersécurité, des cursus quand même dès l'âge, on va dire, de 12-13 ans. Et il y a aussi des réflexions à faire en sorte que ça soit intégré encore plus en amont. Donc ça, par rapport à l'éducation nationale. Mais clairement, on évolue dans un écosystème et l'éducation nationale peut acculturer les jeunes, à les sensibiliser à la cybersécurité, mais il faut que tout l'écosystème participe. Et typiquement, il y a pas mal d'entreprises, qui donnent en fait aux enfants de leurs collaborateurs des ateliers de cybersécurité. Donc typiquement, pour ma part, j'en ai fait pour des grandes banques, et donc du coup, dans le cadre de ce qui est CSR, dans le cadre de tout ce qui est social pour eux, ils considèrent que, en fait, acculturer les enfants des collaborateurs à la cybersécurité, c'est bien pour les enfants. C'est une action pour montrer que la vie de leurs collaborateurs leur importe, mais également parce qu'il y a un effet en fait de ruissellement, c'est-à-dire que lorsque on acculture en fait les jeunes des collaborateurs, ça rejaillit sur les collaborateurs eux-mêmes, parce qu'ils se sentent du coup, ils se sentent plus. Il y a un effet plus personnel vis-à-vis de la cybersécurité. Aussi, je voulais rajouter un point par rapport à comment parler cybersécurité aux jeunes. C'est-à-dire que après quelques années à travailler sur le sujet, j'en ai rencontré plus des milliers en fait, et ça soit dans les écoles, soit dans des événements où ils se retrouvent. Notamment, on avait participé au Jamboree des scouts et guides de France, où il y avait 20 000 jeunes, et où on a avoir pu la chance d'y participer pour sensibiliser en fait les guides des scouts et pour sensibiliser les scouts qui étaient sur place. Et en fait, ce qu'on a observé, et ça c'est une surprise pour personne, c'est que c'est le jeu qui permet en fait de faire en sorte que les jeunes adhèrent à ce qu'on leur dit. Et donc du coup, on avait créé un jeu avec une société qui s'appelle Weston, et l'idée c'était que via des sessions de jeu, on a mis en fait notre expertise sur le sujet de la cybersécurité et les jeunes dans le cadre d'un jeu, et le jeu il a eu un très bon accueil, et toutes les fois en fait on l'a fait dans des écoles, on l'a fait aussi où il y avait des maisons d'orphelinat, on l'a fait vraiment, il y a même, pour tout vous dire, des parents
que pour les goûters d'anniversaire, ils ont utilisé le jeu pour animer les goûters d'anniversaire avec leurs enfants. Donc du coup, de parler cyber dans un goûter d'anniversaire, même nous qui, on n'y aurait pas pensé à la base. Donc du coup, en plus, et c'est téléchargeable, ça s'appelle 1, 2, 3 cyber, on l'a mis en téléchargement libre, et vous pouvez le télécharger, l'éditer, l'utiliser dans le cadre de vos entreprises, de vos collectivités, etc. C'est un condensé d'expériences de terrain avec les jeunes qu'on a souhaité que ça soit à disposition de manière gracieuse à tout le monde. Et donc, du coup, le message que j'ai derrière, c'est que de oser parler cybersécurité aux jeunes, pas frontalement, parce que je divulgue pas de secrets, les jeunes, il ne faut pas leur parler frontalement. C'est j'ai vu un reportage, j'ai lu un article, etc. Où j'ai vu ce jeu-là, de provoquer en fait une discussion avec eux. Parce que moi, les parents, les grandes personnes de façon générale, ils sont très surpris. Généralement, après, ils me disent, ils sont très surpris que leurs jeunes, soit ils ont fait face en fait à une situation problématique en termes de cybersécurité, soit ils connaissent en fait une personne qui a eu Donc je vais terminer en 2 mots par rapport à ce sujet, par rapport à ce que je suis en train de dire. Je répète, les impacts en termes de cybersécurité, s'il y a un problème de cybersécurité sur les jeunes, c'est des impacts humains. C'est des jeunes qui se font cyberharceler, c'est des jeunes qui vivent le chantage, c'est des gens qui sont exposés à des photos qu'ils ne voulaient pas voir à la base. Donc du coup, lorsqu'on leur parle classification de données, lorsqu'on leur parle contrôle d'accès, etc., lorsqu'on en parle, mais avec leurs mots, avec leurs outils, avec leur façon de voir les choses, ça marche en fait. Merci beaucoup. On voit qu'il y a besoin aussi de coopération et de synergie entre diverses structures pour que tout cela fonctionne de concert. Arthur, quel est le rôle de la technologie? Comment la technologie peut justement arriver en renfort de l'éducation? En fait, je vais essayer de rebondir sur la problématique qui a été entamée sur de jeunes gens qui sont sur des tranches d'âge inférieures à 18 ans. Aujourd'hui, notre problématique, elle est de faire évoluer des ingénieurs plutôt sortis d'école qui ont des compétences techniques, on va dire, de débutants, pour les faire évoluer sur des métiers de la cyber qui sont très complexes. Un ingénieur réseau sorti même d'une grande école d'ingénieurs aura très peu de compétences dans le domaine cybersécurité. Il va falloir pouvoir l'accompagner, et c'est là aussi où nous sommes positionnés. Mais on ne pouvait pas le faire, entre guillemets, juste par le biais de cours magistraux, de petits exercices pratiques. Il fallait avoir quelque chose de plus puissant pour pouvoir simuler des conditions réelles. Et en plus, je rappelle que le cadre légal ne nous autorise pas à télécharger un certain nombre d'outils qui permettent de réaliser des opérations de cybersécurité. Typiquement, je pense à une Kali Linux. Aujourd'hui, le territoire français n'autorise pas l'installation de Kali. Et on a mis en place un partenariat avec Airbus Cyber Security, qui est donc justement un grand groupe qui est conscient de ces enjeux et qui travaille avec différents ministères pour le déploiement de sa solution de cyberentraînement, pour donner accès au monde privé et à ses ingénieurs à leurs outils et leur permettant de réaliser des exercices pratiques, des TD, des TP. Je pense qu'il y a aussi un point, c'est d'aussi démystifier la connaissance que les jeunes ont de la cybersécurité. Dans leur imaginaire, dans l'imaginaire collectif que l'on a, qui est très lié à la scénographie des films américains, on imagine le hacker qui est avec une cagoule, des gants, en train de coder dans une cave. Ce n'est pas ça. Et là aussi, on a besoin de leur apprendre qu'il y a des métiers, et je pense que c'est aussi très important de partir pour les jeunes personnes au collège, au lycée. Il y a des métiers de la cyber qui ne sont pas que des métiers d'attaquants. Il y a des métiers de défense, et c'est d'ailleurs même ces métiers-là qui sont les plus attractifs en termes d'emploi. Merci pour votre réponse. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Guillaume, j'aurais souhaité avoir votre retour sur, d'une façon opérationnelle, qu'est-ce qui se fait aussi à l'étranger ou en France, selon ce que vous avez pu voir, pour justement avoir un panel complet sur l'ensemble des actions qui peuvent être réalisées.
Alors, c'est vrai qu'on a une expérience significative chez CNPP dans le domaine de la formation, pas uniquement sur la cybersécurité, mais sur différents domaines de risque. On forme pas moins de 20 000 personnes par an, donc c'est quand même significatif dans le contexte de la formation professionnelle. Et il est vrai qu'il me semble important, et ça rejoint un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, de voir l'importance d'une impulsion au plus haut niveau dans ces actions de formation. Je vais vous donner juste un petit exemple un retour d'expérience. On a eu l'opportunité, il y a quelques années, de travailler avec l'Institut de formation bancaire en Algérie. En fait, il y a quelques années, le gouvernement algérien a mis en place une politique forte pour développer les systèmes de paiement électronique. À partir du moment où vous payez par carte de paiement, soit avec un TPE, soit avec un mobile. Et c'était très peu déployé en fait en Algérie. Et donc le gouvernement a fait le nécessaire pour mettre en place une politique pour déployer ces systèmes de paiement. Et la première initiative, ça a été de confier au GIE Monétique de former l'ensemble des collaborateurs et l'ensemble de l'écosystème des paiements à la sécurité et au système de paiement électronique. Et donc, là, c'est quelque chose d'assez important puisqu'on a mis en place en fait une plateforme de formation en e-learning avec pas moins de 60 modules et on a formé en 3 années, donc ça vient de se terminer au mois de septembre 2020, donc hier. En 3 années, on a formé 6000 collaborateurs de l'écosystème des paiements et des banques sur ces sujets de la sécurité et des systèmes de paiement. Voilà, juste un petit retour d'expérience pour montrer que quand des initiatives fortes sont portées au plus haut niveau, forcément derrière, il y a des belles choses à mettre en place et ça faisait un peu écho à ce que j'évoquais tout à l'heure. On voit effectivement qu'il y a besoin d'avoir une prise de conscience globale de ce sujet. Monsieur Fraissinet le rappelait hier, la clé, c'est aussi le contact de proximité, donc il faut que ça soit sur le spectre complet. Alors ouais, j'avais une question par rapport à la tribune que vous avez rédigée sur Madines, par rapport à l'écosystème principalement des startups, et comment aujourd'hui la cybersécurité est ou n'est pas prise en compte par ces entreprises innovantes. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur ce sujet-là ? Oui, complètement. En fait, dans le cadre de mes fonctions de FR Cyber, parmi ce qu'on propose, on s'est intéressé aux startups parce que typiquement nous évoluons dans le domaine des startups depuis quelques temps et que nous observons en fait ça a des choses un peu incroyables en termes de cybersécurité. Donc du coup, j'ai parlé avec beaucoup de start-upers, donc soit des CEO, soit des CTO, donc les responsables techniques, pour en fait comprendre leur vision de la cybersécurité, comment ils envisagent la cybersécurité. Et ce, de divers en fait, backgrounds. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient dans la finance, donc des néobanques, donc des CTO de néobanques. Il y avait ceux qui travaillent sur des outils legal tech, donc des outils pour simplifier en fait tout ce qui est légal, tout ce qui est procédure légale. Aussi, il y avait tout ce qui est domaine d'assurance, tout ce qui est domaine de santé. Enfin, nous avons couvert un large panel en fait de secteurs et des observations très transversales en fait, d'un niveau actuel assez limité en termes de cybersécurité et on va dire, sensibilité assez limitée en termes de cybersécurité pour ne pas employer d'autres mots. En fait, vous avez recensé les 10 erreurs les plus communes qui étaient liées à la cybersécurité. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples ? Tout à fait. Alors du coup, déjà, il y a 4 profils qui se dégagent. Donc le profil des gens qui sont convaincus en fait, mais vraiment convaincus, surtout dans les néobanques et les fintechs, etc. Ils sont convaincus qu'il faut faire de la cybersécurité, mais pour eux, faire de la cybersécurité, d'accord, mais juste avant les mises en production. Parce que ce qu'ils me disent, mais en fait, ça fait pas sens de le faire avant. Vous savez, on développe, on peut refaire les devs. Donc du coup, tant qu'on développe, on fait pas de sécu et on fait pas de sécurité. Et lorsque on arrive en fait à la phase de mise en prod, la mise en production, c'est là où on va faire appel à une prestation de test de pénétration et ce qu'on va découvrir en termes de vulnérabilité,
on va les corriger et c'est bon. Donc il y a des gens que une partie de ces start-upers, leur image, leur vision de la cyber, c'est clairement il faut en faire, mais juste avant la phase de mise en production. Deuxième type de profil, c'est des gens en fait qui cantonnent la cybersécurité à des sujets très spécifiques. Je vous donne des exemples. Le contrôle d'accès. C'est-à-dire que je discute en particulier, j'ai en tête un en particulier, il a eu des problèmes en fait avec l'un de ses salariés qui est parti avec un bout du code en fait et il veut plus avoir affaire à ce type de problème. Donc du coup, toute la discussion était orientée contrôle d'accès. Comment je peux faire par rapport au contrôle d'accès, etc. Et en fait, je vais faire remarquer que oui, on va travailler sur le contrôle d'accès, ça c'est sûr, mais que en fait, si sa application web n'est pas bien protégée, bah, les fuites de données, de toute façon, c'est pas si compliqué que ça, de pénétrer à son système d'information. Donc du coup, il y a pas mal qui ont cette vision, oui, mais je veux juste ça, parce que j'ai ce besoin-là, et puis la cybersécurité, pour moi, c'est ça. Il y a aussi que cantonne la cybersécurité à la GDPR. La GDPR, et ça, en fait, ça les étonne énormément lorsque je leur dis la cybersécurité, bah, c'est pas uniquement la GDPR. Ils sont complètement étonnés. Et je leur dis, mais en fait, la GDPR, c'est pour protéger la vie privée, les données personnelles. Ce que vous avez comme données, ça va au-delà des données personnelles. C'est des données de production, des données de propriété intellectuelle, etc., etc. Et donc, du coup, je leur dis, la GDPR, c'est très bien, il faut le faire, et il faut absolument le faire, mais il y a une vie et il y a autre chose dans la cybersécurité que la GDPR. Donc il y a ceux qui cantonnent la cybersécurité à des sujets spécifiques. Il y a une troisième typologie qui croient dur comme fer qu'ils sont sécurisés. Pour eux, ils le sont sécurisés parce que ils utilisent un cloud sécurisé, donc forcément, ils sont sécurisés. Ou ils utilisent un ou deux produits de cybersécurité. Et ça, j'en ai rencontré aussi pas mal. C'est-à-dire que, typiquement, lorsque je discute avec eux, mais non, c'est bon, nous utilisons tel type de cloud. Donc, du coup, je leur explique que la cybersécurité, c'est comme une chaîne. C'est-à-dire que le cloud, bah, ça correspond à certaines types de chaînes et certaines chaînes et encore, et que du coup, en fait, il faut faire la cybersécurité de bout en bout. Que clairement, il y a des services de cloud très, très bons, on va dire bons en termes de cybersécurité, mais eux-mêmes, parce que je discute avec la plupart d'entre eux, ils le disent, c'est-à-dire que c'est pas uniquement on met une application dans notre cloud que la personne, elle doit se dire que elle est sécurisée. Donc il y a une réflexion par rapport à ça. Aussi, il y a des start-upers, parce qu'ils n'ont pas les compétences techniques en interne, et ils font recours à des gens qui vont développer pour eux. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que lorsque je leur dis est-ce qu'ils ont mis en place des clauses par rapport à la cybersécurité, que en fait le code qui sera livré sera revu d'un point de vue sécu, ou que la plateforme, si c'est toute la plateforme qui aura un test d'intrusion ou des contrôles cybersécurité, ils me disent non, on n'a pas mis ça dans le contrat, mais on a confiance en eux, donc c'est bon. Donc du coup, il y a ça aussi. Et quatrième type de profil, ceux qui sont réfractaires. Pour eux, la cybersécurité, c'est les grands groupes. Eux, ils ne sont pas concernés. Et donc, du coup, je leur explique que, en fait, beaucoup de hackers utilisent, en fait, justement, les startups et les petites structures pour rebondir sur les grands groupes. Qu'en termes, en fait, de statistiques, ils sont quand même très, très targetés. Et qu'à un certain moment, et de plus en plus, ça sera vraiment early en amont, on leur demande, en fait, ce qu'ils ont fait en termes de cybersécurité, et que, du coup, autant être prêt dès le départ. Voilà. Je pense qu'on est d'accord sur le constat commun qui est qu'il y a quand même un manque de sensibilisation et de maturité sur le sujet de la cybersécurité. Et du coup, Madame Failly, sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, comment vous abordez cette problématique des ressources humaines qui peuvent répondre et qui sont formées à ces enjeux-là? Du coup, on voit bien sur la question de la formation et des ressources humaines, il y a bien deux volets. Il y a le volet formation
des experts de la cybersécurité. On le rappelait tout à l'heure, voilà, il faut pouvoir former notamment les ingénieurs réseau. Donc il y a le développement de l'offre de formation initiale, j'y reviendrai. Et puis il y a un deuxième volet qui est bien sûr, on parlait d'écosystème, c'est de sensibiliser, de former nos ingénieurs aux enjeux de la cybersécurité pour que justement ils intègrent la security by design en amont de la conception des produits. Et c'est tout particulièrement important, évidemment, dans les industries qui sont les nôtres à 50 ans en Yvelines. Je pense à la mobilité, aux véhicules connectés ou évidemment au sujet lié à la Smart City, au développement des capteurs et de l'IoT. Donc le sujet, c'est de formation, c'est à la fois formation initiale pour les besoins, on va dire, des pure players et des experts de la cybersécurité. Et puis, deuxième volet, c'est la formation de nos ingénieurs en particulier dans la conception de nouvelles offres de services produits qui intègrent le plus en amont possible les enjeux de sécurité by design. Sur le premier volet, offre de formation initiale, voilà, je vous disais, on fait partie de ce cluster Paris-Saclay, donc on a la chance d'avoir des universités, des écoles dans notre écosystème. Et donc là, notre travail, c'est tout simplement de les aider à développer à ouvrir de nouveaux masters. C'est par exemple ce qu'on a fait avec l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui est partie prenante de l'université de Paris-Saclay. Et puis, au-delà des acteurs qui sont présents, c'est aussi d'attirer de nouvelles formations initiales, parce qu'on sait que le sujet, c'est bien sûr de former des experts qui vont aller chez nos grands comptes. Alors, on en a beaucoup sur le territoire, mais on a aussi un sujet qui est de former le plus d'experts possible pour répondre aussi aux besoins de recrutement tout aussi cruciaux de nos startups et de nos PME. Sur le sujet formation continue, c'est vraiment un enjeu qui aujourd'hui aussi se pose dans le cadre des plans de relance. On sait bien que le sujet compétences est le sujet clé de ces plans de relance. On va avoir des mesures de chômage partiel encore dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine du spatial. C'est vraiment le moment aussi, puisque dans ces mesures de chômage partiel, ça veut dire qu'il y a une partie du temps qui sera utilisée pour pouvoir former nos experts de ces filières à, bien sûr, leurs enjeux de demain. Donc il faut vraiment qu'on puisse répondre à cet enjeu de formation, non, bien sûr d'experts, mais aussi ce que vous rappeliez aussi sur la formation continue, de former nos ingénieurs pour qu'il y ait une plus grande interpénétration possible entre les écosystèmes. Et c'est ce qu'on fait finalement à une échelle territoriale. On met en valeur un écosystème cybersécurité pour permettre à nos autres écosystèmes d'intégrer les challenges et de les rendre globalement tous plus performants. Je me permets juste de réagir. Bien entendu, développer l'offre de formation est quelque chose d'essentiel, mais pour revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur la sensibilisation des plus jeunes, quelque part, je pense qu'au-delà du développement de l'offre de formation, il y a aussi une problématique, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les classes, les sessions ne sont pas remplies. C'est-à-dire que faire de nouvelles offres de formation avec des programmes adaptés, c'est très bien, mais il faut remplir ces sessions. Et pourquoi on ne les remplit pas? C'est qu'on revient sur le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, ce que tu évoquais, je crois, en disant que pour les plus jeunes, ceux qui sont au collège, au lycée, la cybersécurité, c'est quoi? C'est un truc compliqué, d'experts, et c'est purement de l'informatique. Alors qu'en réalité, on le sait bien nous, ce n'est pas que ça. La cybersécurité, quelque part, est partout dans la transformation numérique. Et je pense que donc il y a un réel enjeu pour avoir ces experts aujourd'hui et demain, d'accélérer largement sur ces notions d'éducation à la cybersécurité. Et dans la préparation de notre réunion, on évoquait ensemble, moi il y a quelque chose, voilà, on sait que c'est un enjeu national, on parlait encore tout à l'heure d'intérêt général.
Pourquoi on ne ferait pas des spots de pub? Aujourd'hui, quand on regarde le ministère des Armées qui fait des spots de pub pour donner envie aux jeunes de s'engager, ne faudrait-il pas faire des spots de pub pour donner envie aux jeunes, alors peut-être pas s'engager dans une carrière liée à la cybersécurité, mais pour s'engager dans un mouvement de cybersécurité, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, c'est à la fois une dimension collective, mais c'est aussi une dimension individuelle. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Et encore une fois, pour reboucler à ce que j'évoquais sur notre expérience en Algérie, je pense que ces décisions-là doivent venir du plus haut niveau. Je me permets juste de compléter sur un point qui est crucial. C'est qu'on parle de spots de pub pour inviter les jeunes à rentrer dans les métiers de la cyber. Moi, j'ai parlé de mon expérience personnelle en tant que dirigeant de la société Silicom, qui est une société de conseil. On a fait 0 chômage partiel sur toute l'intégralité de la période Covid. On continue de recruter. On a en ramp-up un peu plus d'une 50aine de personnes d'ici la fin de l'année sur tous les territoires, et en particulier sur le secteur territoire des Yvelines. Et là où on progresse vis-à-vis de nos clients, c'est sur les métiers de la sécurité des systèmes d'information. Donc c'est un enjeu qui est crucial. Mais effectivement, le sujet aujourd'hui de la sensibilisation, il est majeur. Donc après, la question, c'est comment on entraîne l'ensemble de l'écosystème. Ce qu'on essaie de faire à l'échelle d'un territoire, c'est à la fois de répondre aux besoins locaux, mais c'est aussi d'entraîner après d'autres territoires, parce que c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Globalement, le fait de mettre aussi les jeunes en situation, on sait qu'en termes de pratiques pédagogiques, on assiste aussi à une révolution, et l'éducation nationale accompagne cette évolution-là. C'est vraiment, je pense, au cœur de nos initiatives. C'est aussi derrière le terme cybersécurité, qui est d'ailleurs pas sûr que ce soit le meilleur, mais bon, il faut qu'on arrive à montrer concrètement effectivement de quoi il s'agit. Et l'expérience qu'on retire de ces 100 jeunes formés au métier du numérique, et donc dans un objectif de susciter des vocations, c'est un retour extrêmement dynamique. On a eu, juste, voilà, je dis 50 ans en Yvelines, je vais citer une de nos 12 communes, c'est Trappes. Donc notre sujet, c'est aussi d'aller chercher des jeunes issus des quartiers prioritaires politiques de la ville pour leur montrer justement les sujets et les possibilités d'insertion professionnelle. Parce que dans ce secteur, il y a évidemment des ingénieurs Bac+5, Bac+8, mais il y a aussi d'autres métiers, avec des métiers en plus qui ont aussi leur complexité. Hein. Quand on surveille, ça veut dire qu'on est sur du 24/24, 7/7. Enfin, voilà, il y a des enjeux particuliers. Donc il faut qu'on puisse emmener, alors ça peut être, c'est là où on peut faire écosystème, ça peut être au plan national une campagne de publicité, de sensibilisation, et puis sur le plan local, il faut pouvoir montrer de façon très concrète et opérationnelle à quoi ça ressemble, et donc d'emmener effectivement ici 100 jeunes pendant 10 jours à découvrir des métiers, ici essayer d'ouvrir ces stages de 3e pour montrer, justement, l'objectif du stage de 3e, c'est de susciter des vocations. Donc utilisons ce moment-là, c'est pas le seul, mais utilisons ce moment-là. On va faire le point évidemment avec l'ensemble de nos lycées professionnels pour voir aussi à quel moment on peut travailler sur cette partie sensibilisation. Mais je crois que c'est là où on peut ensemble effectivement faire évoluer et générer finalement un intérêt et répondre à ce challenge des 2 millions d'emplois à créer. C'est voilà, chacun à son niveau de pouvoir ne pas recréer des éléments. Nous, dans la sensibilisation, on va évidemment s'appuyer sur les outils formidables qui ont été développés. Je pense notamment à ceux développés par Cybermalveillance. On n'est pas là pour pouvoir créer des outils. Nous, notre sujet, c'est utiliser notre effet de proximité. Et c'est là où, en fait, l'ensemble des acteurs peuvent travailler en lien avec les collectivités territoriales. Et il y a un sujet qui n'a pas encore été abordé et qui, je pense, reste essentiel, c'est la formation des élus aussi, parce que donc on parle des jeunes, on parle des entreprises, mais peut-être Madame Failly ou peut-être Guillaume, est-ce que vous avez un retour sur la formation des élus sur nos territoires? Sur la question de la formation des élus. Des élus et puis, je veux dire aussi des équipes administratives. Évidemment, c'est toujours plus simple lorsque on est dans une agglomération où
qui est emmenée par un président qui est convaincu du numérique et qui est engagé depuis de nombreuses années sur le sujet, qui a beaucoup œuvré sur le crédit d'impôt recherche, donc qui est vraiment animé par le sujet du numérique et qui a bien compris les enjeux évidemment de la cybersécurité. Après, le sujet pour nous, c'est qu'en tant que collectivité locale, comme les entreprises, on est de plus en plus soumis à des attaques. Et donc, on a le même sujet que dans chacune des entreprises, qui est de former nos collaborateurs, former les équipes pour qu'ils acquièrent tous le bagage minimum. Et chez nous, ça a un challenge tout particulier, puisque plus on déploie des services numériques, plus on augmente notre surface d'attaque, mais avec une relation très particulière à nos citoyens. On doit être considéré comme étant un tiers de confiance. Donc le fait de pouvoir être en pointe sur ces sujets est un élément important. C'est pour ça que la formation des élus, la formation des équipes, nous paraît être un sujet majeur. Et donc on est en train de travailler sur une initiative de centre de cybersécurité des territoires, parce qu'il y a un enjeu qui est particulier, parce qu'aussi il y a des métiers qu'il faut pouvoir emmener et qu'il faut pouvoir adresser de façon à la fois élus, agents, les sensibiliser, avoir aussi des experts. Voilà, c'est l'ensemble des beaux défis qui sont devant nous. Juste un petit retour d'expérience par rapport à ça. C'est vrai que chez CNPP Cybersecurity, on sensibilise les équipes dans les entreprises de nos clients, et on s'est rendu compte ces dernières années en fait que les actions de sensibilisation souvent étaient menées dans des projets de conformité, par exemple à l'ISO 27001, ou nous qui travaillons un peu dans le paiement électronique sur la conformité au standard PCI. Il y a forcément toujours des exigences où pour avoir le Graal, il faut sensibiliser les collaborateurs. Et on s'est rendu compte en fait que bien souvent dans les entreprises, on faisait ces actions de sensibilisation pour répondre à ces exigences, et souvent on le faisait une fois par an, 15 minutes de visio, on rappelle les bonnes pratiques, et puis après plus rien. Nous, on est intimement convaincus en fait qu'il faut changer cette approche-là. Alors, j'ai tiré un petit peu le trait, hein, quand je vous dis 15 minutes une fois par an pour répondre à de la conformité, bon, c'est tirer un peu le trait. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'action de sensibilisation à la cybersécurité doit à la fois s'inscrire dans le temps, donc c'est une action de sensibilisation continue, mais également multimodale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter parce qu'un prestataire arrive avec une solution e-learning, un module de 30 minutes avec les bonnes pratiques, de se dire que ça pourra répondre à tous les besoins et à tous les contextes. Qu'on soit une collectivité territoriale, qu'on soit une entreprise, une start-up ou une grande entreprise, forcément, on aura une organisation dans les équipes, de la disponibilité ou pas des collaborateurs, l'usage ou pas du numérique. Et donc, on est convaincu que ce sont vraiment deux piliers essentiels. C'est à la fois la sensibilisation en continu et de manière multimodale. Je pense que si on avance dans ce sens-là, on aura beaucoup plus d'efficacité dans les actions de sensibilisation et on sortira un peu de ce tout conformité et pas d'efficacité. Et Arthur, justement, sur la formation, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre approche au travers des parcours et de tout ce que vous développez pour adresser tous ces différents besoins? Pardon. Je remercie Guillaume d'avoir précisé un certain nombre de choses sur notamment la formation et l'éducation, la sensibilisation au niveau des entreprises. Alors, je vais partir d'une problématique qui est la première problématique dans le domaine de la cybersécurité, c'est qu'on commence déjà par parler de coûts à un client avant de lui parler potentiellement d'un gain, puisque le gain, c'est qu'il ne soit pas hacké, ou qu'il ait, entre guillemets, un système qui soit résilient. Forcément, le système résilient, il ne peut l'observer que s'il est dans une situation de crise où il a éprouvé une attaque par un tiers. Quand on les forme bien, normalement, on essaye de les protéger pour faire en sorte qu'ils ne soient pas dans cette situation. Donc je pense qu'il faut passer par le haut, mais il faut aussi aller par le bas. Et nous, on est plutôt dans une démarche de dire, on a quelques sujets sur la sensibilisation, mais ce n'est pas notre métier. Il y a des gens qui le font très bien et ce n'est pas nous, notre cœur d'activité. Nous, notre cœur d'activité, c'est de former les gens techniques au sein des DSI, au sein des projets de recherche, de développement, de recherche et technologie, pour les amener à se poser les bonnes questions lorsqu'ils vont faire la conception et l'architecture.
La plus grande problématique que l'on a dans le domaine de la sécurité, c'est de faire la sécurité absolue, c'est-à-dire d'oublier l'utilisateur. Et la notion de qualité de service, elle est pour nous fondamentale. Vous aviez parlé, Madame Failly, de la problématique du véhicule autonome sur le territoire. Ça fait partie du sujet que l'on connaît bien. Si on met en parallèle la problématique de la safety, sur le fait d'avoir la capacité d'arrêter en urgence le véhicule versus les protocoles qui sont mis en place pour sécuriser la voiture, à la fin vous appuyez sur le bouton de stop et finalement il y a le protocole de sécurité qui va bloquer en considérant que ça peut être quelque chose d'illicite. Donc là vous rentrez dans quelque chose qui est complètement antagoniste. Et bien, notre métier, c'est justement de faire en sorte que les techniques trouvent les moyens technologiques, les produits, les bons sujets, la bonne façon de créer leur base de données, la bonne façon de créer leur infrastructure pour répondre à ces enjeux et à ces problématiques. Donc on est vraiment sur de la formation progressive sur les métiers du réseau, du SI, pour aller après derrière l'exercer sur des architectures que les utilisateurs pourront éprouver, tester et en découvrir les vulnérabilités, mais également éprouver leur capacité face à des charges en simulant du trafic, notamment grâce à l'outil CyberEdge d'Airbus Cyber Security. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien, merci beaucoup. On parlait hier aussi pas mal de souveraineté ou d'autonomie, en tout cas, selon les définitions qu'on veut y donner. Arwa, est-ce que sur les startups qui sont du coup notre tissu, une grande partie du tissu innovant des entreprises, est-ce que le sujet, donc on a vu le constat des défis majeurs auxquels ils faisaient face, est-ce que les start-upers s'y intéressent quand même plus qu'avant ou c'est toujours un sujet qui est traité un peu en parallèle? En fait, certains start-upers l'utilisent comme un argument marketing parce qu'ils ont remarqué que ça marchait bien auprès de certains marchés. Mais en vrai, c'est-à-dire qu'actuellement, on est, en tout cas pour une bonne partie des produits innovants qui sont en train d'être faits en fait, sur les différents territoires, malheureusement, en termes de cybersécurité, ce n'est pas actuellement très optimal. Donc du coup, ça, c'est un vrai... Et quand je dis dans le territoire en France, je parle Europe, je parle aussi dans le monde. Ça, c'est un sujet qui est vraiment à l'échelle mondiale, parce que en fait, là, je parle de la France, je parle de l'Europe et je parle du monde, parce que je discute avec des gens qui s'intéressent à ce type de sujet de par le monde et de par l'Europe. Et ça, c'est un constat quand même assez universel que les start-upers, jusqu'à aller 3, 4 ans, 5 ans en fait, d'existence, pour eux, la cybersécurité, voilà, c'est les profils que j'expliquais et que ça, c'est pas forcément ce qui est dit, c'est pas mon business, c'est pas le cœur de mon métier, je le fais si je suis obligée, je le fais à la fin, etc. Mais la surface d'attaque de tout ce qui est innovant en fait en Europe ou par ailleurs est quand même assez, voilà. Donc si on parle de souveraineté, faut peut-être, et en fait, vous avez parlé tout à l'heure de la tribune que j'avais fait sur Madines. En fait, j'ai eu une très bonne surprise qu'il y a eu des actions, en fait, et ça m'a fait super plaisir parce que j'ai eu pas mal de retours et il y a eu des actions qui ont été entreprises pour en fait renforcer la cybersécurité par rapport aux startups. Donc du coup, c'est un sujet qu'il faut regarder de plus en plus parce qu'on parle de l'avenir technologique de l'Europe en fait. C'est-à-dire que si by design il est insecure, c'est pas souhaitable et donc du coup pour pouvoir assurer une souveraineté, faut pouvoir se défendre un minimum. Et si ce qu'on fait, il est attaquable by design, faut peut-être se poser la question de comment renforcer tout ça. Donc on voit bien que l'enjeu reste quand même de faire passer l'humain du maillon faible, si je puis dire, au maillon fort pour assurer une résilience, qu'elle soit économique, qu'elle soit sur la sécurité et sur toute la transversalité du sujet. Oui, et justement, Sarah, pour rebondir par rapport à ce point très précis, c'est-à-dire qu'on peut parler de technologie des heures, on peut parler ce que vous voulez pendant des heures. Si la personne en face, elle n'est pas convaincue
qu'il faut faire de la sécurité à une étape bien précise et by design, c'est en cela que la sensibilisation est clé. Et je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus présente, où on voyait par exemple avant l'humain justement comme le maillon faible, où on dit toujours que le problème était entre la chaise et le clavier, et on commence à tendre vers un modèle où on voit l'humain comme la première ligne de défense. Alors on traite toujours de la même thématique mais pas de la même façon, et on valorise beaucoup plus l'humain pour le mettre en avant et pour lui faire comprendre que c'est un facteur, enfin c'est un peu la clé de voûte de cette sécurité-là. J'avais une dernière question. Guillaume, vous participiez tout à l'heure à une table ronde, à l'intervention qui était en haut juste avant celle-ci. On voit que les discussions sur l'éducation et la formation ne sont pas du tout nouvelles. On en parle depuis pas mal d'années, et on parle de se structurer, et il y a toujours une vision autour du sujet. Et concrètement, est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur cette table ronde où on voit que certains passent à l'action, et qu'est-ce qu'on attend finalement ? Oui, c'est quand tout à l'heure je parlais de la nécessité d'une impulsion au plus haut niveau, quand je disais que avec le retour d'expérience de ce qu'on avait vécu quand on était plus jeune sur l'informatique à l'école. Alors j'ai bien compris qu'il y avait des tas d'initiatives dans les territoires, des initiatives à l'école avec les startups, etc. Donc c'est très très bien. Mais juste avant de commencer cette réunion, en fait, j'étais sur une autre réunion. Et en fait, je me suis rendu compte que dans un partenariat, à mon avis, très efficace avec Cybermalveillance, l'ANSSI et Google, en fait, beaucoup de choses allaient être faites. Et j'ai cru comprendre, alors c'est un peu une réaction à chaud, j'ai cru comprendre que Google serait beaucoup à la manœuvre, en fait, sur ces actions de sensibilisation et de formation. Donc quand on parle de souveraineté, je me dis... oui, Google peut être un excellent partenaire pour nous aider à faire ce travail-là. Néanmoins, est-ce que, comme vous le disiez, au niveau des territoires, vous parliez d'emmener d'autres territoires, est-ce qu'il ne faudrait pas justement aller dans ce sens-là pour aussi faire des actions locales en emmenant les autres territoires, pour aussi faire des choses avec des acteurs français de notre écosystème qui ont aussi certainement des choses à apporter sur ces sujets de l'éducation. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Et voilà, donc c'est un peu une réaction à chaud c'est très intéressant. À la réunion que je venais de voir juste avant. Arthur, vous avez un... Oui, j'aimerais rebondir, parce que j'ai à peu près la même réaction à chaud. Moi, je me pose réellement une question sur la capacité que l'on a à donner des informations sur notre niveau technique dans ce domaine. Au niveau de l'État, au niveau de l'Europe, aujourd'hui, le niveau que nous avons au sujet de nos ingénieurs, de nos sachants dans le domaine de la cybersécurité, c'est une donnée qui est cruciale. On parlait de RGPD, certes, à l'échelle des entreprises, mais à l'échelle des GAFA, c'est leur modèle économique et c'est même d'ailleurs leur mode de fonctionnement de récupérer un maximum d'informations. Donc leur divulguer des informations sur le niveau théorique des personnes qui vont pratiquer de la cybersécurité, je trouve que j'identifie ça comme un risque. Et je rebondis là-dessus en disant, peut-être restons chez nous, restons dans nos régions, nos pays d'Europe, pour faire en sorte de monter des formations, pour faire en sorte de prêcher la bonne parole, pour faire monter ces initiatives, communiquons vis-à-vis des jeunes, communiquons vis-à-vis des gens dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles d'ingénieurs, changeons nos programmes dans les grandes écoles d'ingénieurs pour qu'ils soient plus en adéquation avec nos métiers. Et je n'ai pas peur de le dire, aujourd'hui, c'est très loin, et même dans les très grandes écoles d'ingénieurs, il y a des choses qui évoluent, qui changent, mais on n'est pas encore au niveau attendu, au niveau des entreprises et bien sûr au niveau des industriels. Donc je pense qu'il faut qu'on soit précautionneux dans notre utilisation de ces services qui nous sont proposés, parce que forcément, s'ils sont proposés, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Absolument. Alors, je pense que je vais encore rappeler ce que disait M. Fraissinet hier, mais que la clé était aussi la proximité. Et donc la proximité, pour moi, ça signifie aussi la proximité du tissu économique avec les différents acteurs concernés. Donc on a parlé des jeunes, des élus, des professionnels, des entreprises, etc. Donc je pense qu'il y a une réelle valeur ajoutée pour le tissu économique français et européen à travailler de concert, que ça soit sur des groupements, sur des groupes de travail comme la Cyber Task Force par exemple, ou d'autres initiatives pour que tout le monde avance en fait dans la même dynamique en synergie.
Peut-être si vous aviez un dernier commentaire avant de laisser la place aux questions. Juste dire, finalement, c'est ce qu'on ambitionne hein, dans le projet que je présentais rapidement tout à l'heure, c'est d'avoir un lieu où les acteurs puissent venir à la fois proposer des solutions par rapport justement à ces enjeux à la fois de sensibilisation, d'accompagnement des collectivités dans le fait de gérer elles-mêmes pour leurs propres enjeux les enjeux de cybersécurité. Donc c'est bien effectivement d'avoir un lieu qui réponde à la fois aux problématiques, je dirais, opérationnelles d'un territoire. Et par exemple aujourd'hui, sur les questions de CERT ou sur c'est de savoir quelle est la bonne granularité pour qu'on puisse mettre en place la surveillance de cyberattaques à un niveau financièrement, on va dire, soutenable par les collectivités. Donc on sait bien que l'enjeu et la solution, c'est certes pas que chaque collectivité déploie sa propre solution, parce que d'abord, elles n'en ont pas les moyens, et puis ce sera sans doute pas la réponse la plus efficace. Donc c'est à la fois travailler à partir de ce centre sur quelle est la bonne réponse, la meilleure réponse à apporter, et puis aussi permettre aux acteurs de venir tester leurs solutions et d'être un peu, comme on dit dans un living lab, d'être en lien aussi avec les utilisateurs. Je pense que c'est ça qui permet après de faire écosystème et de aussi avoir des solutions qui soient évidemment dans la dynamique de nos enjeux de souveraineté nationale. Merci beaucoup. Je souhaitais remercier donc tous nos panélistes pour ce sujet qui est assez vaste, mais qui a été, je pense, traité un peu sous tous ses angles. Est-ce que vous avez des questions, des réactions particulières sur ce qui vient d'être dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Je doute que nous ayons été assez exhaustifs, même si on a parlé d'un peu tout le sujet. Oui. Oui. Bonjour. Un peu plus haut, s'il vous plaît. Merci. Raphaël Marichet de Palo Alto Networks, une entreprise en cybersécurité. Ma question, c'est par rapport au JO 2024, qui normalement, on espère qu'ils vont se tenir, devrait attirer un grand nombre de métiers un peu particuliers avec autour de la Smart City, des objets connectés. Est-ce que vous avez déjà des réflexions, des ambitions pour adresser spécifiquement toute la demande qui va arriver pour les JO? Madame Feuilly, peut-être vous souhaitez répondre. Je vais peut-être apporter juste une réponse parce qu'il se trouve que nous sommes aussi territoire olympique puisqu'on a 4 sites olympiques sur 50 ans en Yvelines, le golf national, le vélodrome, la colline d'Elancourt pour le VTT et l'île de loisirs pour le BMX. Et que par ailleurs on a accueilli il y a 2 ans la Ryder Cup. Alors en France on ne mesure pas toujours l'impact d'une Ryder Cup, mais juste pour vous dire, nous ça a été 1 milliard de citations de 50 ans en Yvelines pendant la durée de la Ryder Cup, donc on mesure l'aura internationale. Donc sur les sujets effectivement sécurité liés au JO 2024, c'est un enjeu majeur. Vous savez que les menaces cybersécurité, les cybermenaces ont été, les cyberattaques identifiées comme étant finalement le principal point de vigilance par rapport aux enjeux de sécurité des JO. Et qu'il y a donc une mission dédiée bien sûr au sein du COJO, mais aussi au sein du ministère de l'Intérieur, donc une mission qui est dédiée à la sécurité des JO 2024. Il se trouve que nous on a un projet en parallèle de commissariat du futur, donc c'est des sujets sur lesquels on va qui sera opérationnel dès 2023 et sur lequel on souhaite avoir une vitrine des technologies françaises. Donc on va utiliser les années 2021, 2022, 2023 pour pouvoir tester de nouvelles solutions. Mais clairement, tant auprès du COJO, donc sur une mission animée par Thomas Collomb, il est évident que la question de des cyberattaques sont identifiées comme étant la principale zone de risque. Et d'ailleurs, Atos, qui est le partenaire de l'organisation des JO sur ce volet,
est en train de fédérer tout un écosystème, notamment dans le cadre du CSF, cybersécurité et industrie de sécurité. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais sujet identifié comme étant le sujet prioritaire de sécurité des JO. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, si personne n'a de questions, je vous propose de continuer à échanger, ou si des questions vous viennent après, pendant la pause café, je vous encourage vivement à échanger avec nos intervenants et puis aussi entre vous sur les différentes expertises que vous avez. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On se retrouve du coup à 16h30 pour une table ronde sur la santé. Donc je vous remercie beaucoup et puis à tout à l'heure.